Ravie de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'île américaine Saint-Laurent, en Alaska, une plage près de Campbell, au bord de la mer de Bering. Et l'histoire folle de ces deux citoyens russes arrivés sur un petit bateau en octobre 2022 pour demander l'asile aux États-Unis. Les deux hommes fuyaient la Russie de Vladimir Poutine et l'ordre de mobilisation pour aller faire la guerre en Ukraine, en passant par le détroit de Bering pour arriver à cet endroit de l'Alaska qui n'est situé qu'à environ 65 km des côtes russes. Vous l'aurez compris, on vous emmène aujourd'hui en ce point de la planète où Russie et États-Unis, les deux grands rivaux de la guerre froide, ne sont distants que de quelques kilomètres et dans une région, l'Arctique, où se jouent des enjeux majeurs de notre siècle, vous allez voir. Sortons nos cartes. Le détroit de Bering est situé à une centaine de kilomètres au sud du cercle polaire. Il sépare la Tchoukotka, un district autonome de la Russie et région la plus orientale du supercontinent eurasien, de l'Alaska, 49e État des États-Unis, et territoire le plus occidental du continent américain. C'est donc le lieu où les puissances russes et américaines sont les plus proches. 85 kilomètres seulement séparent les deux pays au niveau le plus resserré du détroit. Autre singularité de cette région du monde, les deux îles Diomède, distantes de seulement 3 kilomètres. La petite Diomède est américaine, une île habitée par une centaine de personnes, des pêcheurs de phoques et de baleines. Et voici maintenant la grande Diomède. Cette île est russe et n'a plus de population permanente depuis que l'URSS y a implanté une base militaire en 1948, laquelle sert encore aujourd'hui d'hébergement aux gardes-côtes russes. Frontière russo-américaine, le détroit de Bering est aussi un lieu de passage stratégique entre deux océans, Arctique et Pacifique. Après sa découverte en 1741 par le marin danois Vitus Bering, qui officiait pour le tsar russe, le détroit est devenu le lieu de transit pour les colons russes d'Amérique spécialisés dans le commerce des fourrures. Des comptoirs russes se sont établis en Alaska et même jusqu'en Californie, à Fort Ross, au nord de San Francisco, jusqu'à ce qu'en 1867, le tsar Alexandre II revende l'Alaska aux États-Unis pour 7 millions de dollars, l'équivalent de 3 saisons de chasse. Au XXe siècle, le détroit de Bering est alors devenu le baromètre des relations entre les deux grandes puissances de la guerre froide. Durant ces années, Américains et Soviétiques établissent des bases militaires le long des côtes jusqu'à ce détroit où les deux puissances se font face. Le détroit de Bering est alors surnommé le rideau de glace. Mais aujourd'hui, c'est la fonte de ces glaces dans l'océan Arctique qui vient bousculer les enjeux géopolitiques de la région. Regardez l'emprise des glaces dans le détroit de Bering au début du printemps au mois d'avril 2013. Le détroit est alors recouvert de glace. Voici maintenant l'emprise des glaces en avril 2014, 2015, 2016, 2017 et en avril 2018. Pour la première fois depuis le début des observations, le détroit est libre de glace. Le réchauffement climatique est en effet 4 fois plus accentué en Arctique qu'ailleurs sur la planète. En 40 ans, la banquise a perdu environ 40% de sa surface et elle devrait totalement disparaître pendant les mois d'été, dès 2035. Alors que le détroit a été pris par les glaces 6 mois par an dans les années 1980, rendant impossible toute navigation, il est désormais régulièrement navigable en plein hiver. Une nouvelle route commerciale, la route dite du Nord-Est, est ainsi en train de s'ouvrir entre les ports du Pacifique et les ports européens. Pour relier par exemple Shanghai à Rotterdam, les porte-containers n'auraient plus que 15 790 km à parcourir, alors que la route traditionnelle actuelle, qui passe par le détroit de Malacca et par le canal de Suez, est longue de 19 550 km. L'ouverture du détroit à la navigation régulière permettrait également de relier la côte ouest des États-Unis à l'Europe par la route dite du Nord-Ouest. 12 770 km séparent Seattle de Hambourg, en passant par le détroit de Bering, contre 17 110 km en passant par le canal de Panama. Il faut cependant nuancer ces projections. En effet, ces routes maritimes restent à ce jour très peu empruntées. La navigation y demeure périlleuse du fait d'une mer peu profonde et de la présence d'icebergs.
Seule une cinquantaine de navires par an transitent actuellement par le détroit de Bering, contre 80 000 par le détroit de Malacca, 17 000 par le canal de Suez et 15 000 par le canal de Panama. Mais force est de constater que le trafic dans le détroit de Bering est en constante augmentation. À plus long terme, une route via le pôle Nord, la route transpolaire, pourrait même encore réduire les distances de transit. Ces nouveaux itinéraires replaceraient la Russie au cœur des échanges commerciaux mondiaux et pourraient intensifier ses liens maritimes avec la Chine, son principal client en gaz et en pétrole. Paradoxalement, le réchauffement climatique est perçu par le Kremlin comme une opportunité économique et politique. Alors que l'accès aux ressources naturelles devient plus facile, la Russie relance ses revendications territoriales dans le Grand Nord. Vladimir Poutine a même fait de l'Arctique un enjeu prioritaire dans l'affirmation de la puissance russe. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. 83% du gaz produit en Russie et 17% de son pétrole proviennent de l'Arctique. Et selon l'US Geological Survey, l'océan Arctique recèlerait 22% des réserves inexploitées d'hydrocarbures dans le monde. Alors comment savoir à qui appartiennent ces réserves ? Selon le droit international, les zones économiques exclusives, ces espaces maritimes délimités dans lesquels un État a le droit d'exploiter les ressources naturelles qui s'y trouvent, s'étendent sur un espace de 200 000 nautiques, soit 370 km, à partir de ses côtes. Un État peut même revendiquer son extension jusqu'à 350 000 s'il prouve que son plateau continental se poursuit au-delà. Sauf que cet argument géologique fait litige. En 2001, la Russie a déposé une requête auprès de l'ONU pour redéfinir les limites de son plateau continental qui intégrerait la dorsale Lomonosov, sous laquelle se trouvent d'importantes ressources en hydrocarbures, tandis que le Canada affirme que la dorsale se trouve sur la plaque tectonique nord-américaine et que le Danemark considère que sa position serait plus proche du Groenland, région autonome danoise. À défaut d'accords internationaux, ces revendications territoriales donnent lieu à des provocations diplomatiques. En 2007, la Russie a ainsi planté un drapeau à 4600 mètres de profondeur grâce à un sous-marin de poche sous le pôle Nord. Alors pour comprendre les ambitions russes en Arctique, observons à présent la ville de Mourmansk. Située à l'extrême nord-ouest de la Russie, à 1300 km de Saint-Pétersbourg, c'est la ville la plus peuplée au nord du cercle polaire, avec 280 000 habitants. Son port a un atout majeur. Il peut fonctionner toute l'année, car ses eaux ne gèlent jamais grâce au passage de la dérive nord-atlantique, un courant marin issu du Gulf Stream. Le port de Mourmansk est ainsi la tête de pont de la Russie vers le Grand Nord et vers ses ressources naturelles. Mourmansk est d'abord un port de pêche, l'un des plus importants d'Europe. Les bateaux russes en partent pour aller pêcher jusqu'au large du Groenland et même dans la zone économique de la Norvège, conformément à des accords internationaux. C'est également là qu'est stationnée la flotte des brise-glaces à propulsion nucléaire dont la Russie se sert pour exploiter les gisements de gaz et de pétrole dans les eaux glacées du Grand Nord. Surtout, le Kremlin a l'ambition de faire du port de Mourmansk un gigantesque hub entre les gisements de la péninsule de Yamal et les ports importateurs européens et chinois. Longtemps, la Russie a joué la carte de la stabilité politique régionale. Elle participe au Conseil arctique avec l'ensemble des pays riverains et a même signé en avril 2010 un accord, toujours avec la Norvège, pour se répartir l'exploitation du pétrole de la mer de Barents. Mais le temps des concertations internationales est révolu. L'invasion russe de l'Ukraine a sonné le retour de la confrontation entre la Russie et les États-Unis. Moscou renforce ses bases militaires tout au long de son littoral arctique, depuis le détroit de Bering jusqu'à Mourmansk. La base de Severomorsk, à 25 km de Mourmansk, est la principale base de la flotte du Nord. Elle abrite les 2/3 des sous-marins russes. Une base aérienne à Olenia complète cet arsenal et 25 à 30 000 soldats y sont postés en permanence. De leur côté, les Américains ont décidé d'agrandir le port de Nome pour mieux surveiller l'approche du détroit de Bering.
Des chasseurs F-35 ont été relocalisés sur la base aérienne de Fairbanks et une base antimissile à Delta Junction. Par ailleurs, la base militaire de Pituffik, construite dans les années 1940 au Groenland par les États-Unis, est également redevenue un élément clé de leur système antimissile. Enfin, la Finlande et la Suède ont adhéré à l'OTAN en 2023 et 2024. Ainsi, après 40 années de dégel, l'Arctique redevient donc un lieu de confrontation entre la Russie et les puissances occidentales. Voilà pour cette région stratégique de l'Arctique qui donne des idées notamment à la Russie de Vladimir Poutine, on l'a vu, et à la Chine de Xi Jinping, lesquels voient l'intérêt de cette nouvelle route du Nord permise par le réchauffement qui évite les routes encombrées de Suez et de Malacca. La Chine qui s'est déclarée en 2018 nation proche de l'Arctique, alors même qu'elle se situe à 1500 km du cercle polaire. Pékin s'équipe en navire brise-glace et en août dernier, on a même pu apercevoir un brise-glace chinois dans le port russe de Mourmansk. La coopération sino-russe existe aussi dans cette région du monde. Pour aller plus loin, ce numéro de la revue Documentation photographique par Camille Escoudé, Les Pôles, paru en octobre 2024. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos et notre newsletter. À bientôt.